Hello, bienvenue dans la table avec Annabelle et nous parlons cette semaine du corps, le corps de la femme dans toutes ses saisons. On parle de cycle, de menstruation, d'utérus. On parle beaucoup d'utérus cette semaine avec notre invitée qui est là, Gécolia. Bonjour Gécolia. Bonjour Annabelle. Bonjour Gécolia, on parle d'utérus et toi-même tu es fondatrice de... Tu es en train de, en ce moment d'ailleurs, Voilà, de de fonder lancer ta micro-entreprise Utérus et compagnie. Donc voilà, on parle beaucoup d'utérus. Mais c'est super intéressant. Et je vous encourage à suivre l'émission qu'on a pu faire lundi sur le corps. On a pu voir un peu l'évolution du corps de la femme au cours des différentes saisons. Et comme on le disait lundi, en fait, en tant que surtout jeune fille, même fille, petite fille, on va avoir des questions, on va se demander est-ce que c'est normal, etc. Et quelquefois, on n'a pas la possibilité, ou en tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas la possibilité de poser nos questions à d'autres femmes autour de nous, à commencer par la maman ou par d'autres femmes, hein, parce que quelquefois, c'est vrai qu'avec la maman, ça va pas être possible, on n'a plus de maman. On disait, mais c'est important d'avoir ce retour, et sinon on est une femme peut-être plus aînée, d'avoir cette ouverture et cette disponibilité, parce que c'est des questions que on va aller chercher des réponses. Et puis aujourd'hui avec Internet, c'est extrêmement facile de trouver toutes sortes de réponses, y compris des réponses qui conduisent vers la pornographie. Et la pornographie, on sait, ça fait des dommages fous, et ce serait faux de penser que beaucoup même de filles aujourd'hui et de femmes sont dans la pornographie, sont liées par leur pornographie parce que c'est un désir personnel. Mais en fait, bien souvent, ça a commencé par une trouvaille accidentelle. Oui, tout à fait. C'est souvent dans l'enfance. Hein. Comme tu dis, on tombe dessus, une pub intempestive, un film, ça nous agresse même. Hein, parce que la réalité, c'est qu'une image pornographique, c'est comme une agression en fait pour un enfant. Ça agresse son cerveau, et ce ne sont pas des bonnes choses à regarder, ni pour un enfant en fait, ni pour un adulte. La pornographie, elle n'apporte rien de bon. Aujourd'hui, on estime à 82% des 18-30 ans qui consomment de la pornographie. 82%. Ouais, c'est une étude du département de recherche Statista, et c'est énorme. Et ça a commencé avant 18 ans. Donc en fait, c'est un fléau. Et tu le disais très bien tout à l'heure, les enfants, des fois, ça leur arrive par accident. Ils comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Ils vont avoir envie d'y retourner. Ils vont pas forcément le dire à quelqu'un parce qu'ils savent que c'est pas juste. Ils sont pas bien. Ils ont honte. Donc, ils commencent quelque chose. Ils arrivent même pas à mettre des mots dessus. Et moi, j'ai dit à mes enfants, si jamais tu vois des images bizarres, pas belles, que tu trouves pas normales, viens me le dire. Comme ça, moi, je peux ensuite expliquer à mon enfant ce qui était pas bien, ce qui était bien, ce qui était juste, ce qui était pas juste. Et l'adulte, il est là pour guider l'enfant, pour mettre des mots sur des émotions, sur des choses qui sont pas normales. La pornographie, son but, en fait, c'est de provoquer une excitation sexuelle. Donc l'enfant, il va penser qu'il aime ça, vu qu'il a vu quelque chose et que ça l'a excité. Mais en fait, non. C'est juste que c'est le but de la pornographie qui fait ça pour te rendre addict quand tu deviendras adulte, pour gagner de l'argent. C'est le seul but de la pornographie. C'est pas du tout pour qu'on ait une vie sexuelle épanouie. Il y a vraiment rien de bon là-dedans. Et j'encourage vraiment les parents. Moi, c'est une démarche que j'ai prise avec mes enfants. Je ne vais pas leur mentir. Et s'ils me posent une question, je vais leur répondre. Voilà. Et voilà, mes enfants, moi, je suis un peu en plein dedans parce que du coup, j'ai un garçon de 10 ans qui me pose des questions maintenant. Et vraiment, ne repoussez pas vos enfants qui viennent avec des questions. Au contraire, honorez ça, encouragez ça. Ah, elle est bonne ta question. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez dire, écoute, on en rediscute dans 2-3 jours, d'accord, y a pas de problème. Puis après, vous allez voir votre conjoint, oh là là, il m'a demandé comment on faisait les bébés, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on lui explique. Puis on se prépare un peu, puis après on y retourne dans 2-3 jours. Tu te rappelles, la semaine dernière, tu m'avais demandé, là on a le temps, on est posé, on met des mots, on utilise un vocabulaire adapté. Par exemple, je donne... moi, j'ai été enceinte et j'avais des enfants
qui avait 8 ans. Donc, il voit que j'ai un gros ventre avec un bébé à l'intérieur. Donc, déjà, comment il est rentré, le bébé? Comment il va sortir? C'est des très bonnes questions. Je ne réponds pas à mes enfants, je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Parce qu'en fait, ton enfant, il se pose la question maintenant. C'est ça. Donc, il lui faut une réponse maintenant. Il va aller la chercher ailleurs, la réponse, sinon. Et comme tu dis, la pornographie, c'est vraiment pas... C'est pas un support d'éducation sexuelle du tout. Et par exemple, mon enfant de 8 ans, il me dit, maman, il sort par où le bébé? Ça peut être gênant comme question. Oups, comment est-ce que je vais faire? Moi, j'avais une amie qui m'avait dit, oh, mon fils, il m'a demandé, je savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit que ça sortait par le nombril, parce que ça l'avait stressé. Je dis, c'est dommage. En fait, c'est pas la vérité, c'est un mensonge. Donc moi, j'ai décidé de pas mentir à mes enfants. Donc, ok, je vais dire la vérité à mon enfant. Alors, j'ai dit des mots tout simples. J'ai dit, tu sais, il s'appelle Zachary. Je fais, tu sais, Zachary, toi, tu as un trou pour faire pipi. Oui, ça s'appelle le méa urinaire. Enfin, bref, c'est bien de nommer le corps aussi, dire les vrais termes. Tu as un trou pour faire caca. Oui, ça s'appelle un anus. Voilà, tu as 2 trous. Voilà. Et les filles, les femmes, en fait, elles ont 3 trous. Un trou pour faire pipi, comme toi, le méa urinaire. Un trou pour faire caca, l'anus. Voilà. Et en fait, on en a un 3e pour que le bébé sorte. Et ça s'appelle le vagin. Voilà. J'ai rien dit de mal. J'ai mis des mots, j'ai expliqué les choses. Il m'a regardé, il m'a fait « Oh, vous avez 3 trous !» Mais c'est les enfants, il n'y a rien de mal. Et je suis contente qu'il m'ait posé la question. Et comme j'ai répondu, il est passé à autre chose. Il continue de manger des chocs à pic et puis il joue au Playmobil. C'est pas un problème. C'est comme ça que c'est pas tabou dans la famille. Juste on parle avec des mots simples. On ne ment pas. Et puis, on ne va pas plus loin dans la réponse que la question de l'enfant. Ça, c'est important. Parce que, par exemple, pendant les vacances, mon fils, il m'a posé vraiment la question. Parce qu'il savait cette histoire de graines. J'explique. Il y avait un peu un puzzle, mais il n'avait pas tout assemblé. Mais maman, je ne comprends pas comment la graine du papa rencontre la graine de la maman. Je dis, voilà, on va assembler le puzzle, là. Il faut que je t'explique. Et puis voilà, je lui ai expliqué avec des mots simples. Il y a un moment donné, je m'arrêtais à chaque fois à sa question. On a discuté 1 heure comme ça. Il avançait dans ses questions. Et à un moment donné, je me suis dit, on va finir par parler du plaisir. Et en fait, non. Non, il n'est pas allé. C'est pas allé. J'y suis pas allée. Donc lui, dans sa tête, j'ai fait l'amour 5 fois avec mon mari parce qu'on a 5 enfants. Voilà, il en est là. Je vais le laisser là. Et en avançant, les prochaines fois, il comprendra que, en fait, on fait ça par plaisir et qu'on l'a fait plus que 5 fois. Mais il n'en est pas là, je respecte ça. Donc ça, c'est pas évident. Voilà. Et chaque enfant est différent. Et en tant que parent, vous allez trouver le chemin avec votre enfant. C'est sûr. Mais l'important, c'est de pouvoir répondre, comme tu as dit, à la question. Et je crois que ça va être la première réaction du parent. Bon, quelquefois, la première réaction, on va pouvoir faire mieux. On va retourner vers l'enfant. Bon, c'est vrai, la dernière fois, tu m'as un peu pris par surprise. Oui, voilà. Je ne savais pas trop quoi répondre. Mais en fait, c'est important, c'est bien. Donc, de ne pas non plus se décourager en tant que parent. Bon, mince, j'ai mal répondu. Voilà. Mais on de peut toujours revenir. Parce que si on ne revient pas, ça envoie le message. En fait, c'est un sujet dont on ne peut pas parler. Je ne suis pas à l'aise, j'ai posé pas une envie question, d'en parler. Mais ça a dérangé mon père, ça a dérangé ma mère. Donc l'enfant, sans se le dire, c'est pas eux que je peux en parler. Donc je vais aller chercher ailleurs. Et on ne dit pas ça pour faire peur ou quoi que ce soit, mais il y a une réalité, et ces chiffres le disent. 82% des 18-30 ans, des 18-30 ans qui consomment de la pornographie. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est une majorité écrasante. Et c'est sûr qu'en tant que parent, on veut préserver nos enfants. Une façon de les préserver, c'est de pouvoir leur parler avec vérité. Parce qu'un enfant, naturellement, c'est curieux. Et il aura envie d'aller chercher. Et puis, ça a des répercussions. La pornographie, c'est pas genre juste « Ah oui, mince, il n'aurait pas dû voir ça ». Mais c'est que, parce qu'on parlait du corps aussi, en début de semaine, mais tout ce rapport au corps et qui va avoir un impact dans la sexualité, mais quand en plus tu ajoutes à tout ça la pornographie, que toi-même en tant que femme tu en es consommée ou que ton mari ait consommé de la pornographie, ça vient ajouter un élément dans la sexualité
Et la sexualité, c'est merveilleux dans le cadre du mariage. Mais faut dire aussi c'est que ça peut être un sujet énorme de défis, de disputes, de frustrations dans un couple. Et d'ajouter à ça la composante de la pornographie, ça ajoute énormément de problèmes par rapport à l'image de la femme, son regard sur son corps, se dire mon mari a vu d'autres corps, ça a créé en lui une excitation du mari de se dire j'ai vu autre chose, j'ai vu une image de la sexualité qui finalement c'est pas ça la réalité. Bref, ça déforme la sexualité, d'où l'importance aussi pour la femme d'être à l'aise avec elle-même, parce que si elle est à l'aise avec elle-même et qu'elle accepte et qu'elle aime son corps, on va déjà franchir aussi un beau cap en tant que femme pour une sexualité épanouie. Oui, tout à fait. Ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Puis c'est le problème en fait de la pornographie, c'est que ça nous ment aussi sur la réalité des corps. Et en fait, c'est normal, un corps vivant, il a un peu de bosse, un peu de rides, un peu de mou. J'aime comment tu manifestes le mot. J'ai très envie que ça soit que du muscle, mais voilà, c'est pas comme ça. Et en fait, comme l'industrie de la pornographie, on est vraiment dans la chirurgie esthétique, dans le too much, c'est pas des vrais corps. Et en fait, ça vient biaiser aussi, ça vient alimenter ce complexe qu'on pourrait avoir, qu'en fait, j'ai un corps normal, moi. Mon corps, il a aucun problème, mais je compare avec quelque chose qui n'existe pas, et ça me rend mal, et du coup, j'ai du mal à me donner à mon mari, parce que je suis complexée. Alors, je vais pas me lâcher, je vais pas me détendre, je vais pas me libérer dans la relation, parce que je veux pas qu'il me voie comme ça. Mais il ne me verra pas autrement, je suis ce que je suis. Et quand on est réconcilié avec son corps, qu'on comprend qu'en fait, ça c'est des mensonges, c'est vraiment des mensonges, on se détend. C'est beau une femme qui s'accepte. Et un mari, quand il voit sa femme s'accepter, ça l'attire aussi. C'est séduisant une femme qui s'accepte. C'est pas de l'orgueil, hein. Je fais la différence, mais non, voilà, j'ai le corps que j'ai, je l'honore, je le bénis, je te le donne. Parce que c'est ça, hein, le rapport sexuel, c'est pas je prends du plaisir de toi, c'est je me donne pour toi. Et si les deux font ça, mais la relation, elle est fantastique. Donc, mesdames, acceptez votre corps pour une sexualité encore plus épanouie, ou pour commencer à avoir une sexualité épanouie, parce que ça va être difficile à quelle fois vous avez du mal à comprendre pourquoi votre mari aime votre corps alors que vous ne l'aimez pas. Ne rendez pas la chose, ne soyez pas ennemis de vous-même, apprenez à accepter ce beau corps que Dieu vous a donné. Et on va parler des cycles aujourd'hui, Gécolia, et tu nous as amené un ami. Oui, j'ai amené un ami. Votre ami. Alors, en fait, pour la petite histoire, alors si vous savez pas ce que c'est un utérus. Et en fait, il était posé, quand je l'ai acheté, je l'ai reçu d'Amazon, et il était posé sur la commode chez moi à la maison. Et puis, j'ai mon petit 4 ans qui rentre de l'école et tout, puis qui voit ça. Oh, maman, un estomac. Je dis non, c'est pas un estomac. Mais du coup, c'était l'occasion d'en parler avec lui, parce que j'étais enceinte à ce moment-là. Donc je lui ai dit, tu vois, ça c'est un utérus, il n'y a que les femmes qui l'ont, c'est un muscle, c'est un organe du corps. Voilà, on a des reins, on a des poumons, pourquoi on ne pourrait pas parler de l'utérus? Et puis ta petite sœur, elle est ici, elle grandit ici dans l'utérus, c'est sa chambre. Voilà, et puis hop, une information. Et c'est tout, c'est pas aller plus loin. Mais voilà, il était intéressé. Je lui ai répondu. Donc ça, en fait, c'est un utérus. Première question, est-ce qu'il est taille réelle? Alors, il n'est pas taille réelle, d'accord. La taille réelle, c'est 5 cm sur 8. Et puis, voilà, il est dans le bas-ventre. Je ne peux pas me mettre debout, là, mais votre bas-ventre. On va situer le bas-ventre. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, on a donc le vagin. Ici, le col de l'utérus, là. Et puis ici, donc l'utérus avec l'endomètre, ici, les trompes de Fallope avec donc les ovaires qui, normalement, chaque mois, libèrent un ovule. Donc, pour vous expliquer un petit peu rapidement un cycle menstruel classique, donc en fait, quand on disait dans l'émission précédente,
J1, c'est le premier jour de mes Ouais. règles. Voilà. Donc en fait, c'est l'endomètre en fait qui s'évacue, une partie Ok. qui s'évacue. Donc c'est du sang qui s'écoule. Donc ça dure quelques jours, une semaine maximum normalement. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe avec mon cycle chaque jour? En fait, mon cerveau, notre cerveau, c'est lui qui contrôle notre utérus. Mhm. Le cerveau, il produit des hormones et D'accord. il va contrôler en fait le cycle menstruel. Donc mon cerveau, il envoie des informations aux ovaires. Ok. Et il va dire aux ovaires, il faut préparer un ovule. Parce que le Mhm. but de l'utérus, c'est que de faire un bébé. En fait, il n'a pas d'autre fonction, cet utérus, c'est-à-dire que tous les mois, il va se mettre en marche, il va se préparer, il va se mettre en Mhm. fonctionnement pour ovuler en Mhm. vue de faire un bébé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un bébé tous les mois? Bien sûr que non. Merci. Mais voilà, c'est intéressant, c'est Mhm. sa fonction. Donc le cerveau envoie des messages à mes ovaires et mes ovaires, ils vont produire une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Cette fameuse hormone féminine que je parlais dans une autre émission. Cette hormone féminine, elle va avoir 3 actions. Ok. Elle va agir déjà sur mon ovaire, elle va préparer un ovule à expulser. Mhm. Voilà. Ensuite, elle va agir au niveau de l'endomètre. Ok. Elle va préparer l'endomètre pour que l'endomètre, il se gorge de sang, Mhm. il se gonfle, il se prépare pour peut-être accueillir un œuf qui serait fécondé. Voilà. Et puis, et là c'est très intéressant parce que c'est là qu'on parle aussi des méthodes naturelles. L'œstrogène agit sur le col de mon utérus. Ok. Il y a des cryptes dans l'utérus, c'est très fragile, c'est très délicat. Il y a des cryptes qui produisent ce qu'on appelle de la glaire cervicale. Mhm. Normalement, une femme en bonne santé, en âge de procréer, elle peut observer ça, s'évacuer d'elle. Là, on parle des pertes. On parle des pertes Ouais. blanches, Ok. c'est la glaire cervicale. Mhm. Et en fait, cette glaire cervicale-là, elle est nécessaire pour être fertile. Mhm. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas tomber enceinte. Ok. Alors, elle est très précieuse. C'est comme un élixir de vie. La glaire cervicale Voilà. est un élixir de vie. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est grâce à l'œstrogène. En fait, le Mhm. col de l'utérus, il réagit à cette montée hormonale des œstrogènes. Voilà. Ok. Donc, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et en fait, la glaire cervicale, elle va changer de jour en jour. Elle va Mhm. évoluer. Et jusqu'à, en fait, donc ça, on peut le sentir. On a des pertes et on a une sensation humide, mouillée et après un peu comme glissante. Et en fait, ça, c'est qu'on est au taquet au niveau œstrogène. Donc là, ce que je raconte là, ça a été prouvé scientifiquement. Hein. On n'est pas sur de l'à peu près. C'est-à-dire que la glaire cervicale, elle a un lien direct avec mon taux d'hormones d'œstrogène qui circulent dans mon sang. C'est prouvé scientifiquement. Voilà. Et c'est aussi à ce moment-là du cycle que la femme peut avoir une hausse ou un pic de libido. Alors, en effet, du coup, tout le corps se prépare. Donc, au début, le col, il est bouché en fait par de la glaire compacte. C'est-à-dire que là, si on a une union, par exemple, avant que les œstrogènes montent, si on a une union et puis qu'il y a des spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin et qu'il y a un bouchon dans le col, on ne peut pas tomber enceinte. C'est la glaire qui bloque. En fait, il y a glaire, un bouchon. C'est moche comme c'est mot. Glaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire il y a un bouchon. Il y a un bouchon, voilà. Mais en fait, non, c'est on de va la dire glaire, le vrai mot, c'est juste tellement moche comme mot. Mais c'est le terme, pourtant, glaire cervicale. Donc, il y a ce bouchon. Et en fait, les personnes ne savent pas forcément, le vagin, il est légèrement acide naturellement. Légèrement. C'est pas un citron, c'est léger. Ce qui fait que quand il y a des spermatozoïdes qui sont déposés, ils ne survivent pas dans le vagin. Okay. La durée de vie moyenne, c'est 1 heure, maximum 2 heures. Ouais. Ils ne survivent pas. Et il y a un bouchon. Donc, en fait, union pas possible. Et quand les œstrogènes augmentent, là, le col agit, le bouchon part, la glaire cervicale s'écoule et elle rend le milieu du vagin basique. Il n'est plus acide.
Donc, il peut traverser, le spermatozoïde peut au moins traverser sans mourir. Le col, le bouchon est parti, le milieu est basique, donc le spermatozoïde, il va pouvoir nager. Voilà. Et les oestrogènes, j'ai dit tout à l'heure, ils préparent un ovule, ils agissent sur l'endomètre et ils agissent là. Donc, quand on est au taquet, là, au niveau des oestrogènes, souvent, c'est vrai, tu as raison, on est assez ouverte à une union, voilà, parce qu'hormonalement, on est accueillante, on est facilement amené à vouloir se rapprocher de son conjoint, voilà, hormonalement, on est ouverte, on est prête. Et donc, les spermatozoïdes, ils vont aller nager jusque dans les trompes pour essayer de féconder l'ovule, en fait, qui a été libéré ici. S'il n'est pas fécondé, alors le spermatozoïde, il a 24 heures. Ouais, j'allais dire, c'est combien de temps cette petite nage? Cette petite nage, elle est rapide. elle est rapide, c'est pas quelques jours, c'est quelques heures. Elle est rapide, cette nage. Ensuite, l'ovule, il vit en moyenne 12 heures. Maximum 24 heures, vraiment pas plus. Donc le spermatozoïde, il n'a pas plus de 24 heures pour féconder l'ovule. Donc en fait, on a un ovule qui sort, qui peut être fécondé qu'en 24 heures. Ouais. On a des spermatozoïdes qui sont là. S'il n'y a pas de glaire, ils meurent. S'il y a de la glaire cervicale, ils peuvent nager dedans, survivre dedans. Cet élixir de beauté, c'est pour les nourrir aussi. Donc, en fait, s'il y a de la glaire cervicale, ils peuvent survivre jusqu'à 5 jours. 5 jours, ok. Voilà. Alors, on dit même, pour être prudent, tant qu'il y a de la glaire, il y a de l'espoir. Donc, en fait, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, moi, par exemple, si je m'observe et que je vois que j'ai des pertes blanches qui s'écoulent, si je veux pas tomber enceinte, c'est abstinence. Ok. Je joue pas, voilà, je joue pas à ça, parce que je sais que ça peut faire un bébé. Et donc, si ça fait pas de bébé, admettons, il n'y a pas eu d'union, ou le spermatozoïde n'a pas fécondé l'ovule, eh bien, en fait, l'ovule, au bout de 24 heures, il va se désintégrer, il est réabsorbé par les trompes, et environ une quinzaine de jours après, le message, en fait, que l'ovaire il renvoie au cerveau, c'est il n'y a pas eu fécondation. Donc en fait on arrête ce délire hormonal là, et il y a une chute en fait de 2 hormones, c'est l'œstrogène et la progestérone, qui vont chuter progressivement jusqu'à avoir un niveau bas. Et en fait l'endomètre qui s'était gonflé, il se détache avec la chute hormonale, ce sont les règles. Et ça, c'est tous les mois. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est fou, vu comme ça, vu avec un utérus. Voilà. Et en général, ça s'alterne. Un côté là, voilà, l'ovulation. Mais ça, et qu'est-ce qu'on sent alors? C'est quoi qu'on sent dans notre corps à l'approche de nos règles? Il y en a qui vont dire même je sens l'ovulation. Qu'est-ce qu'elles sentent réellement? Alors là, du coup, il y a 2 choses. On peut sentir l'ovulation. Il y a des femmes qui ne sentent pas. Il y a des femmes qui vont sentir, par exemple, un peu au pli de l'aine, il y a un peu elles sentent que il y a un gonflement. Voilà, du côté où ça ovule. Sinon, en fait, le symptôme c'est au niveau de la glaire cervicale. On peut apprendre en observant la glaire cervicale, comme elle évolue et comme elle change. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand il y a ovulation, il y a de la progestérone qui est libérée dans le corps. La progestérone, elle a une action au niveau du vagin. Elle va réabsorber cette sensation d'humidité. Tout à l'heure, je parlais de se sentir très mouillée, glissante. Quand il y a une ovulation, la progestérone est libérée, la sensation mouillée, elle s'arrête. La sensation glissante, elle s'arrête net. Le lendemain, on n'est plus mouillé. Ça, c'est à cause de la progestérone ou grâce à la progestérone. Et là, on sait qu'on a ovulé la veille. Ok. Donc, en fait, la veille. Ouais, la veille. Alors, les statistiques, c'est que 80% des femmes ovulent à ce moment où
on était très glissante, on le sent, on apprend à le repérer. Au début, moi, je ne le captais pas du tout. Hein. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais de quoi on me parle? Et en fait, après, en observant et en étant sensible, il n'y a pas besoin d'être infirmière. Je l'ai appris ado, moi, ça. Okay. Mais il n'y a pas besoin, c'est ça, d'avoir un diplôme médical. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Pour moi, tout le monde peut le comprendre. Une pré-ado peut le comprendre. Quand je vais expliquer à ma fille, parce que ce n'est pas encore le cas, elle a 8 ans, mais quand ça viendra bientôt, quand je vais lui expliquer les règles, je vais lui montrer, puis je vais lui dire ce que font les hormones, qu'il y a une graine qui sort tous les mois, pourquoi elle saigne. C'est normal, ça se détache. Vous voyez, je vais lui montrer, c'est bien d'imager aussi, ça parle plus aux enfants. Et si il y a des règles plus abondantes que d'autres, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de sang dans l'endomètre? Oui, voilà. Ouais. Ça, on n'est pas tout égal à ce niveau-là. Est-ce que ça a un impact, le fait que ton endomètre ait plus de sang ou pas pendant l'ovulation? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Tu pourras demander à ton gynécologue. Après, je mettrai une note sur les règles hémorragiques, parce que ça, c'est épuisant et on peut être anémié. Et là, à nouveau, c'est pas normal. Et comment tu fais la différence entre des règles abondantes et des règles hémorragiques? C'est ce que j'allais dire, parce qu'on ne sait pas quand on a des règles hémorragiques dès le début. On pense que c'est normal. Je dirais, en fait, par exemple, si pendant 3-4 jours ou alors tout le long, on se change toutes les 2 heures, et parce que en fait, ça déborde, la serviette hygiénique, elle est pleine, ça fait beaucoup, là, quand même. Normalement, les 2 premiers jours, il peut y avoir beaucoup, mais on n'a pas besoin de se changer toutes les 2 heures. Donc, si pendant 5, 6, 7 jours, si, ça peut arriver le premier jour. Après, c'est vrai que ça dépend des femmes. Là, je ne voudrais pas que vous vous mettiez dans une case. Chaque femme a un cycle différent. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure d'en parler entre femmes, c'est bien. Parce qu'on va se comparer. On dit, je ne sais pas si ça, c'est normal. Moi, pendant 7 jours... je suis au bout de ma vie, en fait. Je suis fatiguée, je saigne beaucoup, je me change toutes les 2-3 heures. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, moi, c'est que les 2 premiers jours qu'il y en a beaucoup, après, c'est moins, et puis ça va. Et là, on se dit, peut-être que c'est hémorragique, alors. Et des fois, on peut avoir un supplément en fer, en traitement, ce genre de choses, pour aider, en fait, pour accompagner cette période. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est enceinte ? Avec tout ce cycle, voilà. Fois, finalement on est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand l'ovule il est libéré, il y a de la progestérone qui est libérée. Pourquoi elle est libérée, cette progestérone? En fait, c'est l'hormone de la maternité, la progestérone. Elle est libérée au moment de l'ovulation, dans le but de, s'il y a fécondation, je prépare toute la chambre pour que le bébé il puisse s'installer et grandir. Donc la progestérone, elle agit aussi sur l'endomètre. Elle va faire que l'endomètre, on parle de dentelle utérine, elle devient... Voilà, dentelle utérine, c'est beau. C'est beau, ça. Voilà, je te rejoins. C'est plus beau que de la glaire cervicale. Je vais en parler à l'OMS. Merci. Donc on parle de dentelle utérine pour que, si l'ovule est fécondé, il vient se nicher. Ça permet d'augmenter un chouïa la température, pas beaucoup, c'est entre... fait à peu près 0,3 degrés, puis pas tout le temps, donc c'est pas forcément fiable, mais en général, ça augmente un petit peu, pour qu'en fait, s'il y a ovulation ici, ensuite l'ovule, il va voyager là, donc la fécondation, elle se passe là. Ensuite, il met quelques jours à venir dans l'utérus et se nicher dans l'endomètre qui est très irrigué, gorgé de sang, dentelle utérine, le top du top pour se fixer et puis se développer. Il peut se fixer où? Un peu n'importe où, à droite, à gauche, sur les côtés, là où c'est bien. Voilà. Et puis, la progestérone, si ça fait ça, les ovaires, ils envoient un signal au cerveau. Il y a eu fécondation, donc faut continuer. La progestérone, elle ne doit pas diminuer. Alors là, la progestérone, elle continue d'augmenter. Il ne va pas y avoir la chute de progestérone.
qui fait qu'après, on a les règles. La progestérone, elle va maintenir, en fait, le début de grossesse. Elle va l'appuyer et dire, en fait, au cerveau, on continue. Il y a eu fécondation, on continue. Et là, on fait un test de grossesse. La progestérone, elle est au taquet et le test, il est positif. Ok. Et du coup, pendant la grossesse, il n'y a plus d'ovulation? Non. Heureusement. Oui. Je demande. Heureusement. En fait, ça bloque. Ça bloque. Voilà, il y a les niveaux de progestérone, ils sont élevés. Et tout est fait pour que la grossesse, elle se poursuive, qu'elle se développe. Le mécanisme là, il est enclenché. Les cellules, elles se développent à vitesse grand V. L'ADN du futur être humain, c'est là que ça se joue. Ça, c'est incroyable. Hein. Moi, au début, je m'étais dit, ah bah tiens, c'est en grandissant. Mais en fait, ici, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a les deux cellules qui deviennent une, et il y a l'ADN du papa, l'ADN de la maman. Enfin, ces deux cellules-là, elles en font qu'une. Et ici, là, il y a l'ADN du futur bébé. Donc, il y a écrit ici, il sera blond, noir, 1m80. C'est écrit là, en fait, dans sa carte d'identité génétique. Et après, c'est de la réplication. Les cellules, à vitesse grand V, on réplique, puis on va s'installer là et on continue le développement à fond. Et là, tu te dis, c'est même pas taille réelle, hein, parce que c'est plus petit pas taille réelle, un utérus. Et on a conscience que c'est pas la taille du bébé au bout de 9 mois. Du coup, comment ça se passe et comment ça se fait que l'utérus est capable de s'agrandir à ce point et de retrouver sa forme? Ah ouais, et ben en fait l'utérus c'est un muscle et c'est le seul dans le corps de la femme qui est capable de faire ça, de s'étendre autant et ensuite de retrouver sa taille d'origine en un temps assez record au final, il faut le dire. Donc, par exemple, quand elle a accouché, la femme, l'utérus, il va se contracter, il continue d'avoir des contractions pour évacuer le sang et pour retrouver sa taille d'avant. Voilà. Ok, c'est ça qu'il est en train de faire à ce moment-là. C'est pour retrouver sa taille d'avant. On appelle ça les tranchées. Encore un mot moche. Non mais c'est fou ça. C'est qui a dit ça? Ça s'appelle les tranchées. Et d'ailleurs, moi, j'étais très surprise quand j'ai accouché du premier, parce que j'étais là, ouh, c'est bon. Bon débarras, c'est fini, c'était pas sans souffrance. Et puis là, on m'a expliqué les tranchées. J'étais là, wow, c'est quoi ça? Ça se contractait. Et en fait, c'est l'utérus, voilà, il se contracte pour vider, il s'essore comme une éponge, en fait. Hein. Il fait son travail. Il fait son travail. Wow. Donc encore là, merci Seigneur, en fait, pour les tranchées. Merci Seigneur parce que mon utérus il se vide. Il a beaucoup travaillé cet utérus pendant 9 mois. Il a porté la vie. C'est énorme. On peut le bénir. C'est un sacré muscle. Hein. C'est énorme. Et du coup, une fois qu'on a accouché, combien de temps environ ça peut mettre pour que un cycle reprenne? Ah, ça dépend vraiment des femmes. Ça dépend des femmes. Ça dépend si elles allaitent ou pas. Parce que, par exemple, quand tu allaites, tu produis de la prolactine. Et c'est une hormone qui vient bloquer, en fait, l'œstrogène qui voudrait relancer un cycle, en fait. Donc, ça dépend si tu allaites ou pas. Alors, on dit qu'une femme, elle peut avoir un retour de couche, c'est-à-dire son retour à la fertilité 6 semaines après l'accouchement. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des femmes qui allaitaient et puis 3 mois plus tard, elles sont tombées enceintes. Oui. Dit, alors ça, je l'avais. Ouais, tout à fait. En fait, c'est pas parce que tu allaites déjà que tu n'ovules pas. Et ensuite, il y a des règles à ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un allaitement exclusif, nuit et jour. Où l'enfant, il ne boit rien d'autre, il ne mange rien d'autre. Et l'enfant, il est allaité toutes les 2 heures. Du coup, il y a une production de prolactine en continu et assez intense qui fait que ça bloque le cycle. Par exemple, moi, aujourd'hui, ma fille, elle a 1 an, je l'allaite toujours, mais beaucoup moins que quand elle était nourrisson. Mon cycle, il revient, alors que j'allaite. Ok. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a accouché, là, le taux de progestérone va descendre. Il y a une chute hormonale, avec l'accouchement. Et c'est un lien avec le postpartum et le fait que certaines femmes vivent aussi une dépression?
Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui et c'est très bien. Tu fais bien de le souligner. J'ai envie de dire, malheureusement, aujourd'hui, c'est une femme sur 6. Donc, énorme. En fait, c'est énorme. Et entre celles qui ne le disent pas, parce qu'elles ont honte, voilà, c'est un problème de santé publique. On peut le dire. On peut le dire. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une chute hormonale avec l'accouchement. Et alors, l'allaitement, par exemple, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on produit beaucoup d'hormones quand on allaite et ça va venir supporter, ça va venir conforter. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de soutien, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être entouré. Ce que je déplore peut-être un peu dans notre société occidentale, c'est que les femmes, les jeunes mères, elles sont très seules. Et ça, c'est très dur. Et ça ne devrait jamais arriver. Et je pense que la chute hormonale, je pense que Dieu, il l'avait anticipé. Il sait. C'est physiologique. Voilà, c'est normal. Par contre, c'est comme un retour à la normale. Voilà. Ton corps, il fonctionne d'une certaine façon parce que tu es en train de construire un bébé. Mais une fois que le bébé est sorti, ton corps a besoin de revenir à la normale. Et ça, c'était prévu. C'était prévu. Mais maintenant, il y a peut-être une autre façon de faire la vie pour venir, pas compenser, mais pour éviter qu'on vive juste une chute hormonale. En fait, c'est ça. Et moi, je pense que les femmes, elles ont besoin... J'aime beaucoup cette phrase qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut tout un village pour soutenir une maman. Et là-dessus, il y a du boulot. Et moi, je suis convaincue que l'Église, elle peut être ce village. Et moi, je l'ai vécu. Il y a un moment donné, j'ai eu ma 4e grossesse où j'ai dû être alitée parce que, en fait, j'ai failli perdre le bébé. J'ai été alitée 2 mois et j'ai vu mon église venir nourrir ma famille, venir faire du ménage dans ma maison, ce genre de choses. Et par exemple, le postpartum, moi, je vous encourage, voilà, si vous êtes, même si c'est pas vous qui êtes en postpartum, si vous êtes, vous avez des femmes autour de vous, des jeunes mères, de les entourer, en fait. Parce que la chute hormonale, on va la vivre. Et en fait, quand on est entouré, quand il y a quelqu'un qui vient nous donner à manger, qui vient prier pour nous, qui vient juste faire notre ménage, eh ben, en fait, ça fait du bien. Ça nous aide à traverser cette étape-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de dépression du postpartum qui pourraient être évitées si les mères, les femmes, elles étaient mieux entourées. Si en France, on renvoie les femmes au travail à 2 mois et demi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, en fait. On récupère pas d'un accouchement en 2 mois et demi. Soyons patients avec nous-mêmes, soyons douces. Laissons notre corps aussi reprendre ses nouvelles marques. Ne nous mettons pas la pression, ne nous condamnons pas. Ça peut prendre des mois et c'est normal. Et ça dépend des grossesses Et aussi. ça dépend des grossesses. C'est pas parce que pour une grossesse, on a tout après l'accouchement, on n'a pas ressenti même de baisse hormonale. On l'a vécu, mais on l'a pas forcément ressenti que pour une 2e grossesse ou une 3e, on va pas le ressentir. Ça va être différent d'une grossesse à l'autre. Oui, ça peut. Ouais. En fait, c'est ça qui est... Pardon, moi, j'ai eu 5 enfants. J'ai pas... Pour chacun d'entre eux, ça a été différent. J'ai une histoire différente pour chacun d'entre eux. Alors, ce qui est génial quand on a plusieurs enfants, c'est que du coup, on n'a plus l'appréhension. On a une certaine expérience. Ça, c'est rigolo d'ailleurs, parce que je n'ai pas du tout élevé le 5e comme le 1er, finalement. Mais c'est bien, voilà. Mais chaque accouchement a son histoire. Chaque retour aussi à la fertilité est différent. Ça dépend des grossesses, ça dépend des femmes. C'est pas tout écrit. J'aimerais bien un manuel où tout est écrit. C'est pas le cas. Et c'est ça le mystère. Et c'est ça qui est beau. En tout cas, moi, je vais te dire félicitations, Gicolia, parce que ça fait quasiment 30 minutes que tu tiens cet utérus en tes mains. Elle l'a vraiment tenu.
Il a été avec nous. Hein. Franchement, on n'était pas 2, on était 3 là. Aujourd'hui, c'est compagnie pour à table avec Annabelle. Que j'ai jamais autant regardé un utérus de toute ma vie. Je l'ai autant regardé que je t'ai regardé. Est-ce qu'il est pas beau, franchement, franchement, je trouve que on devrait en avoir dans les écoles aussi pour pouvoir présenter le corps, mieux expliquer, parce que les dessins, t'as pas tout le relief, etc. Oui. Et tu sais, tout ce que tu as expliqué, moi je l'ai jamais entendu de cette façon-là dans un cours à l'école. Et je trouve que ça manque, c'est dommage, c'est quasiment du bon. Oui, c'est quasiment du bon sens. En fait, c'est important de pouvoir le dire et de le dédramatiser. C'est vrai. Parce que d'un seul coup, on comprend beaucoup mieux un cycle. Et le fait même de comprendre ce cycle, comme tu l'as expliqué, je pense que ça peut amener plus facilement, comme tu en as parlé en début de semaine, dans cette action de grâce, de comprendre, ok, c'est incroyable comment tout est relié, comment Dieu a tout fait à merveille, c'est magnifique. Ouais. Et sauf que on sort pas notre utérus tous les mois pour waouh, heureusement bien, il est à l'intérieur. Merci, t'as pu bien nous l'expliquer, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Gécolia. Et puis écoute, j'ai envie de terminer en disant tant qu'il y a de la glaire, il y a de l'espoir. Mais franchement, si tu retiens ça, c'est merveilleux en fait. Oui, c'est sûr, je vais le retenir. Donc merci à toi d'avoir été là. Et puis tu vas être encore là vendredi et on va parler de contraception et contraception naturelle. Ouais. Alors un sujet très intéressant. Je vous invite à pouvoir nous suivre aussi ce vendredi et à partager ces émissions. Vraiment partager ces émissions. Je crois que c'est d'utilité publique que de pouvoir avoir ce genre d'informations. Donc n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour des groupes de jeunes. Bref, partagez. Vous ne savez pas ce dont les gens ont besoin et quelquefois c'est exactement cette chose dont ils ont besoin, cette information dont ils ont besoin. Et Gécolia, tu nous l'as très bien expliqué. Donc un grand merci à toi. Et je vous dis à vendredi. Bye bye.